Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, aux Engagés publics, on reçoit Luc Mathieu. Bonjour, Luc. Bonjour. Nous sommes engagés publics. Donc, on reçoit Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Bonjour, Luc. Comment allez-vous? Ça va très bien. On a convenu qu'on allait s'appeler par nos prénoms, mais qu'on allait vous voyer. Hein? C'est ça, exactement. Puis on verra. Si la chimie nous amène ailleurs, On va faire avec. on verra si on commence à se tutoyer. On va apprendre à se connaître. D'ailleurs, j'ai votre CV devant moi. CV quand même impressionnant. Puis je pense pas que ça soit Je peux pas lire un CV comme celui-là. Je vais prendre la moitié de l'entrevue juste à lire le CV. Ce que je vous propose, c'est que vous nous le racontiez un peu. Puis moi, je vais me fier à mes recherches. Puis je vais voir de quelle façon je viens ponctuer. Puis vous poser des questions, Luc, à travers tout ça. Un des points qui est super intéressant, puis vous pourrez nous parler de vos études. Je voyais que vous êtes le premier doctorant en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke. C'est marqué que vous êtes le premier titulaire de ce diplôme au Canada. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce volet-là? Parce que c'est le volet qui m'intéresse particulièrement dans le cadre, évidemment, de l'ensemble de toute votre formation académique. Oui. Doctorat en administration des affaires, c'est un programme conjoint qui a démarré là, entre l'Université de Sherbrooke et l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et moi, j'étais de la première cohorte en 1998 quand ça a débuté, puis j'ai été le premier diplômé. Je n'ai pas fait exprès, ça a donné comme ça. Moi, je m'étais dit 4 ans, après 4 ans, c'est fini. J'avais pris une année traitement différé de mon employeur à ce moment-là. Alors, c'est ça. Puis DBA, c'est pour l'acronyme Doctor in Business and Administration. C'est pas Database Administrator. Non, oui, effectivement, dans ce contexte-là, c'est plus logique. Mais là, avant ça, vous aviez fait une maîtrise en administration de la santé à l'Université de Montréal. En 80, un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke. Vous êtes aussi diplômé en 78, diplôme d'études collégiales en soins infirmiers du Cégep de Sherbrooke. Vous les avez tout fait, là, les étapes. Oui, mais ça a été vraiment par étapes. Tu sais, quand j'ai fait ma formation au collège, j'étais à Sherbrooke. Il n'y avait pas de bac quand moi j'ai commencé à Sherbrooke. Alors moi, je pensais qu'après ça, j'allais travailler puis voyager parce que c'est une des raisons pour laquelle je suis allé en soins infirmiers, là, de pouvoir voyager un peu partout dans le monde. Et puis, mais après ça, après mon diplôme, mon DEC, j'ai dit, il me manque des outils dans mon coffre outils de clinicien. Fait que là, il y a un bac qui commençait à Sherbrooke. On appelait ça un bac de perfectionnement à ce moment-là. Puis c'est là que j'ai fait mon bac, mais avant ça, faire mon bac, là, je suis allé travailler une année en Suisse. Je suis revenu, j'ai fait la moitié de mon bac. Je suis retourné travailler en Suisse encore. Puis j'avais besoin de sous, puis ça me tentait de voyager encore. Puis après ça, là, j'ai enchaîné, fait ma maîtrise. Puis après ma maîtrise, j'ai dit fini. J'ai dit, si jamais j'ai envie de faire un doctorat, vous allez m'attacher quelqu'un. Mais ils ne m'ont pas attaché. C'est arrivé une dizaine d'années après que j'ai fait mon doctorat. Alors ça, c'était mon parcours académique en quelques mots. C'était quoi les motivations? Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce métier-là ou dans tout ce domaine-là? Bien sûr de travailler auprès des gens, puis des gens, la plupart du temps souffrants, là, sauf que quand on est dans une salle d'accouchement, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Les mères souffrent, là, ça, avant d'accoucher, là, c'est pas évident tout le temps. Mais c'est d'être avec les gens, puis en même temps, ce qui m'a fait basculer, là, parce que j'avais 2 choix, moi, j'ai hésité entre ça, puis une autre affaire complètement différente, technicien en foresterie. Mais le point de bascule, c'est de dire, avec ça, je peux aller partout dans le monde comme infirmier. Et puis, je peux faire toutes sortes de choses que j'ai faites d'ailleurs, de la clinique, de l'enseignement, de la gestion puis de la recherche. Alors, essentiellement, c'est ça qui m'a amené à choisir la profession d'infirmier. À ce moment-là, puis pourquoi la Suisse? Je me demandais, je regardais, je pense que c'est un lieu quand même exceptionnel. Hein? C'est un lieu mondial qui est reconnu au point de vue de la santé. Hein? Oui, puis à ce moment-là, ça fait longtemps là, de ça, 79, la première année, il manquait beaucoup, beaucoup d'infirmières et d'infirmiers en Suisse à ce moment-là. Puis dans la revue professionnelle qu'on avait, là, qui s'appelait l'Infirmière du Québec, je pense, dans le temps, il y avait des annonces, là, continuellement, ils demandaient des infirmières et des infirmiers. Alors, c'est comme ça, j'ai dit, tiens. Puis la Suisse, c'est central au niveau de l'Europe. Puis le franc suisse, à cette époque-là, mais encore aujourd'hui, il est très fort. Fait que de voyager autour, ça coûtait pas cher. Alors, tout ça, là, on fait que c'est ça qui m'a amené là, une première fois. Puis quand je suis retourné, là, je vais aller d'une place où il y avait moins de Québécoises et de Québécois. Parce qu'à Lausanne, où j'étais, il y en avait pas mal de Québécois et de Québécoises. Pourquoi donc?
Ben, parce qu'il manquait beaucoup d'infirmières, d'infirmiers, puis c'était dans la Suisse romande, dans la Suisse francophone. Fait que dans l'édifice où je restais, là, où il y avait des appartements pour les infirmières étrangers, on aurait pu mettre un drapeau du Québec sur l'édifice parce qu'il y en avait plein, plein, plein. Vous êtes maintenant président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Je veux dire, c'est un long parcours pour aller jusque-là. Est-ce que dès le départ, vous aviez pointé la destination ou c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps? Ça s'est construit. Puis toute ma carrière, ça s'est construit. Souvent, les gens me disaient, c'est quoi ton plan de carrière? Ben, je dis, j'en ai pas. Ce que j'ai fait tout au long de mon cheminement académique, là, moi, je dis ça comme ça, j'ai garni mon coffre à outils. Je suis allé me chercher d'autres modèles, des outils, des corps de référence, tout ça. Puis, au fur et à mesure, il y a des opportunités qui sont présentées à moi. Alors, c'est comme ça que dans mes différents postes que j'ai eus, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et puis, pour la présidence de l'Ordre, ben, en 2018 là, ou 2017, ma prédécesseur qui devait quitter parce qu'il y avait un changement dans la loi qui gouverne les ordres, elle ne pouvait pas continuer, il y avait un nombre limite de mandats. Et c'est là que j'ai quelques collègues, des gens proches de moi, qui disent « ça ne te tenterait pas, me semble, tu serais la bonne personne de faire ça ». Au début, ben, j'étais encore à l'Université de Sherbrooke. Moi, j'étais très bien dans ce que je faisais là-bas. Alors, mais comment je dirais ça, au fur et à mesure, à force de me faire travailler, je peux dire ça, par ces gens-là, ben là, je me suis présenté, j'ai été élu pour la première fois en 2018. Parce que là, vous aviez ajouté des cordes à votre arc au point de vue de l'administration. Oui. Parce qu'à un moment donné, on voit ça dans votre parcours se pointer, là, ce désir-là de justement ajouter des outils, comme vous dites, au volet administration de la santé. Ça, c'est venu comment, cette notion-là? Tu sais, c'est la maîtrise en administration de la santé? Oui, mais déjà, quand j'ai fait mon bac, là, on avait des cours à option. Puis j'avais eu, comme je vous ai dit, j'ai fait une première partie de mon bac, je suis allé travailler en Europe, en Suisse. Et puis là, on m'a offert la deuxième fois un poste d'infirmier-chef, pas longtemps après que je sois arrivé. Là, ça, c'était à Neuchâtel, dans le nord-ouest de la Suisse. Et c'est là que j'ai eu la piqûre pour la gestion. OK. Puis quand je suis revenu au Québec, ben, tout ce qui avait cours option, gestion des ressources humaines, gestion matérielle financière, je les ai tous pris. Tout de suite après, je me suis inscrit à la maîtrise. Et puis le reste de ma carrière, là, j'aurais pu faire un cheminement de clinicien, mais c'est pas ça que j'ai fait. J'ai pris un tournant en gestion. Puis comme on l'a dit tantôt, on l'a discuté, là, mon doctorat portait là, sur la gestion, mais au niveau des technologies d'information en ce moment-là. Donc, 78 à 81, infirmier clinicien au Québec puis en Suisse. 88 à 2002, puis là, si je me trompe, vous corrigerez, là, mais 88 à 2002, divers rôles de gestion déjà au sein de l'hôpital Diouville de Sherbrooke, qui est devenu plus tard un institut universitaire en gériatrie. Ouais. Est-ce que c'est parce que tantôt, c'est drôle, vous nous parliez justement des naissances, puis là, est-ce que vous avez aussi une expertise qui s'est développée sur le volet gériatrie? C'est sous votre gouverne, cet aspect-là? Pas tant dans l'expertise clinique. Tu sais, moi, j'étais plus en gestion au niveau de l'Institut. Mais ça a été une belle histoire parce que quand je suis arrivé, l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, c'était le premier institut universitaire. Vous êtes un homme de première. Oui. Les premières, vous courez. Lazare, la vie a fait ça. Ben, quand on est un pionnier. Oui. Puis à l'Institut de gériatrie, il y avait une équipe, entre autres, il y avait Régent Hébert, qui est un gériatre connu, qui était là, qui a collaboré. Il y avait le directeur général de l'époque, M. Daniel Bergeron, qui était un de mes mentors. Puis toute une équipe où ensemble, là, on a construit l'Institut universitaire de gériatrie. Ça, c'était en 1996 que ça s'est fait. Mais moi, à ce niveau-là, c'était pas au niveau de la clinique. Mais j'ai toujours une sensibilité par rapport à cette clientèle-là parce que ma conjointe, qui est aussi infirmière, est devenue une spécialiste là, dans ce domaine-là. Fait que je n'ai entendu parler longtemps, puis je n'entends encore parler longtemps de la réalité des personnes âgées, particulièrement dans les milieux d'hébergement et de soins de longue durée. Après ça, professeur à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke. Là, vous avez commencé à aller transmettre votre savoir à partir de 2002. Ça a commencé. Ça a duré jusqu'en 2018. Vous avez arrêté lorsque vous êtes devenu président, c'est ça? C'est ça, exactement. Parce que là, quand j'ai terminé mon doctorat, moi, j'avais fait ça dans le domaine comment les technologies d'information peuvent soutenir les infirmières dans leur pratique. Oui. À ce moment-là, c'était très innovant comme thématique de recherche. Et j'ai été engagé comme professeur à l'École des sciences infirmières de la Faculté de médecine des sciences de santé à l'Université de Sherbrooke. Là, j'ai fait quelques années comme prof.
Là, la gestion m'a rattrapé. J'ai été nommé directeur de l'École des sciences infirmières puis vice-doyen aussi aux sciences infirmières. Et là, j'ai retrouvé Régent Hébert, que j'avais connu, qui a été mon patron, parce qu'il était pendant plusieurs années doyen de la faculté à Sherbrooke. Donc, les sciences infirmières, la gestion, l'administration et les nouvelles technologies, ça a l'air d'être des thématiques qui vous sont chères. Je sais qu'il y a des initiatives actuellement, il y a des grandes réflexions à l'ordre autour de l'intelligence artificielle. En faisant mes lectures, j'ai été surpris. Moi, je ne l'avais pas imaginé. Je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'innovation, aux nouvelles technologies. J'utilise moi-même beaucoup l'intelligence artificielle. Puis là, j'ai vu ça dans le contexte des sciences infirmières, puis je me suis demandé, c'est quoi exactement? En quoi l'intelligence artificielle a un impact sur ce que sur ce que vous travaillez, sur ce que vous faites? Bien, d'abord, en clinique, là, il y en a déjà de l'intelligence artificielle. Des fois, les gens ne le voient pas. Il y a certaines technologies. On n'est pas au courant de ça du tout. Des appareils là, qui sont là pour des algorithmes qui ont été entraînés, pour des gestes plus répétitifs, par exemple, de calcul de médication qu'on met dans les pompes là, qui injectent des médicaments dans les veines, par exemple. Mais là, ce qui s'en vient, c'est l'intelligence artificielle qui va amener des options de traitement ou des options de guide de pratique. Y a-t-il des diagnostics? Oui. Mais, par intelligence artificielle? Oui. Ah, oui. Mais là, au niveau de l'ordre, puis moi, comme clinicien, puis j'ai toujours dit ça, c'est comme les systèmes experts en santé, c'est dangereux. Les systèmes experts sont dangereux parce qu'ils sont prescriptifs. Tu sais, ça dit, voici ce que tu dois faire. Mm-hmm. Alors que moi, je dis les systèmes experts, comme l'intelligence artificielle, ça doit demeurer des outils d'aide à la décision. Voici ce que tu peux faire. Puis là, pour que le clinicien ou la clinicienne, puis ça, pas juste les infirmières, les infirmiers, demeurent maîtres du jugement clinique. Parce que, moi, je le dis souvent, la blague, l'intelligence artificielle, il ne faut pas oublier le deuxième mot, artificiel. Elle n'a pas toute la connaissance puis tout le jugement qu'une personne qui est en discussion avec un patient qui consulte. Oui, l'algorithme peut dire, dans les conditions que les paramètres que j'ai, voici ce que tu devrais faire, mais peut-être que lui, il ne tient pas compte de certaines dimensions qu'il va dire, en partie peut-être ou pas du tout. Il faut que le clinicien, c'est ça qu'il faut retenir, demeure maître de sa décision. Vous avez publié à l'ordre un cadre où il y a une publication importante là, qui est sortie dernièrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi l'objectif derrière cette initiative-là? Oui, bien, c'est un comité du conseil d'administration, on appelle un comité de vigie stratégique, dont le rôle, c'est de regarder un peu ce qui se passe dans la profession infirmière, puis aussi du côté du système professionnel, sur lesquels on devrait se réfléchir ou se positionner pour anticiper là, des choses qui s'en viennent. Puis l'intelligence artificielle, non seulement ça s'en vient, mais c'est déjà là. Fait que c'est bien important que nous, comme ordre, puis on n'est pas les seuls, à peu près tout ce qui bouge dans le système professionnel s'intéresse à ces choses-là, que ce soit en santé, en génie, en administration, peu importe. Et nous autres, ce qui nous intéresse, c'est comment les lignes directrices qu'on peut donner aux infirmières, aux infirmiers par rapport à l'intelligence artificielle. Fait que d'une part, il faut reconnaître les impacts que ça a et puis dire aux gens, quand on vous utilisez des systèmes des systèmes d'intelligence artificielle, voici ce à quoi vous devez porter attention pour avoir un regard critique par rapport à ce qui vous est proposé. Tu sais, ça fait-tu du sens dans ma pratique? Le système qui m'a proposé, ça vient-tu nous aider ou ça vient alourdir notre travail, ce genre de choses-là? Ça, c'est du côté de la clinique. Puis alors, on a réalisé un projet là, avec des fonds gouvernementaux et puis une firme dont j'oublie le nom, qui nous a permis de pouvoir tester des algorithmes pour prioriser, parce qu'on fait de l'inspection professionnelle dans un ordre, là, on veut s'assurer de la compétence des membres. Fait que selon différents paramètres, par exemple, l'expérience professionnelle, la formation continue qui est absente ou présente, est-ce que c'est une personne qui a une pratique isolée? Parmi nos 85 000 membres, parce qu'on a 85 000 membres, quels sont ceux qui, à chaque année, prioritairement, on devrait cibler pour l'inspection? On souhaiterait à terme là, en inspecter 3 000. Fait que, mais déjà 3 000, comment tu fais pour identifier inspecter des membres? Oui, inspecter des membres. Et puis inspecter, il ne faut pas le sens parce qu'inspection, souvent, les voit c'est ça, la police. Là, ça, c'est vraiment d'une perspective d'accompagnement. OK. Fait que, comme par exemple, il y a des gens qui travaillent, des infirmières dans la résidence personnelle. Plus une forme d'audit. Oui, un petit peu. Mais les personnes qui sont pour donner un exemple concret, pour ceux qui nous écoutent, là, c'est que
Si quelqu'un travaille dans une résidence personne âgée, une infirmière, souvent, il n'y a pas beaucoup d'infirmières dans ce milieu-là. Puis l'encadrement clinique, là, il n'est pas le même que si tu es d'un hôpital, d'une unité de soins, tu as des directions de soins infirmiers, tu as d'autres collègues, puis tout ça. Ça, c'est des gens c'est un facteur de risque. Ça ne veut pas dire qu'on doute de leurs compétences, mais c'est un facteur de risque. Ou les gens qui ont des activités cliniques là, qui risquent de causer des torts s'ils ne sont pas bien faits. Comme par exemple, depuis quelques années, il y a des infirmières praticiennes spécialisées dans le réseau de la santé. Alors, il a été convenu qu'après 2 ou 3 ans après l'obtention de leur diplôme, on les inspecte tous ces gens-là. Parce qu'elles exercent des activités qui, s'ils ne sont pas bien faites, peuvent avoir des préjudices là, auprès des personnes, des patients. Donc, c'est quoi l'ordre exactement, le rôle, la mission de l'ordre? Parce que là, je vois qu'il y a d'un côté, ce que j'entends, c'est qu'il y a un volet protection du patient, du public. Puis de l'autre côté, il y a une mission de monter les compétences auprès de vos membres. Pouvez-vous nous le démystifier? L'ordre des infirmières et infirmiers du Québec, ça sert à quoi? Oui. Bien, on va commencer par ça. Ça sert à protéger le public. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, là, ça se décline de différentes façons. Ouais, comment? Oui. Les 2 grands mots qui viennent après ça, c'est s'assurer de la compétence de nos membres puis de l'intégrité de nos membres. La compétence, c'est s'assurer, quand on admet des gens dans la profession, c'est des mécanismes d'accès qui s'assurent qu'ils ont la formation nécessaire pour avoir une pratique là, sécuritaire dans le réseau. C'est pour ça qu'on a des mécanismes d'accès à la profession, on a un examen qui donne accès à la profession. Ensuite, je vous ai parlé de l'inspection professionnelle. L'inspection, c'est un autre volet de s'assurer que nos membres sont compétents pour protéger le public. Et ce n'est pas dans une perspective punitive. Des fois, les inspectrices vont rencontrer une infirmière et vont dire « Ta pratique est one, sauf telle chose qu'on te propose de, je sais pas, de faire une formation ou de faire attention à telle chose. » Puis quand ça ne va pas bien, parce qu'il arrive des fois sur le lot des exceptions, où là, il y a vraiment des problèmes de compétences, là, on fort davantage, on appelle ça l'inspection particulière. Là, il peut y avoir un suivi plus serré. On va demander à quelqu'un de faire des cours, suivre des stages. Alors ça, c'est l'inspection. Fait que j'ai dit l'admission, l'inspection, 3e chose, le syndic ou les enquêtes. On appelle ça les bureaux de syndic. Dans d'autres ordres, c'est les bureaux des enquêtes. Là, c'est les gens, la population générale, un professionnel, une collègue, un autre professionnel qui fait un signalement à l'ordre pour dire, écoutez, telle infirmière, tel infirmier, elle pose des gestes ou elle a des attitudes ou elle fait des choses qui vont à l'encontre du code de déontologie. Toutes les ordres, on a un code de déontologie. Fait que là, quand il y a quelqu'un qui fait un signalement à l'ordre, là, il y a quelqu'un du bureau du syndic qui fait une enquête. Et selon où il mène l'enquête, soit qu'il poursuit ça, ça peut aller jusqu'au conseil de discipline, ou il y a un suivi plus après discussion avec la personne en question, les correctifs sont apportés. Ce qu'on fait aussi, puis dans les journaux, on en parle, on voit des choses de temps en temps là-dessus, des gens qui disent qu'ils sont infirmières ou infirmiers, et qui ne le sont pas. Ben oui, j'ai vu ça dans les dernières années, ça m'a frappé, des fraudeurs du métier. Ouais. Comment on peut se faufiler au point d'avoir un poste, se retrouver même sur être payé par un hôpital ou un centre de soins? Oui, bien ça, Denis, c'est parce que des fois, dans le processus, il y a des gens qui ne font pas les vérifications qu'ils devraient faire. OK, ouais. Parce qu'on a sur notre site Internet, là, dans l'onglet Protection du public, vérification de l'inscription au tableau de l'ordre. Le tableau de l'ordre, c'est là où tout le monde, à chaque année, doit s'inscrire, renouveler son inscription pour porter le titre d'infirmière ou d'infirmier. Puis s'il ne le porte pas, là, il y a un terme savant que ça s'appelle l'usurpation de titre. On usurpe le titre d'infirmière ou d'infirmier. Alors là, on intervient par rapport à ça. Puis il y en a des fois qui se disent juste infirmière, infirmier, mais il y en a qui en rajoutent une couche, ils font ce qu'ils appellent la pratique illégale. C'est que non seulement ils se disent infirmier, infirmier, mais ils font des gestes qui ne sont pas autorisés à faire. Ah, OK. Mais même, j'imagine qu'une infirmière ou un infirmier pourrait l'être et quand même poser des gestes pour lesquels il n'est pas autorisé ou qualifié. Oui. S'il n'est pas autorisé, souvent, ça va être parce que c'est des gestes qui ne sont pas autorisés d'une autre profession. C'est ça. Mettons, une infirmière fait des gestes qui sont de l'apanage exclusif des médecins. Mm-hmm. Là, ce n'est pas nous qui va les poursuivre, c'est le Collège des médecins. Mais le Collège des médecins, s'il fait ça, il va s'adresser à vous. Il va nous informer. J'ai dit, il y a une de vos membres là, qui fait de la pratique illégale de la médecine ou de d'autres
d'autres disciplines. Alors ça, là, le bureau du syndic, c'est une autre chose. C'est toutes des façons de protéger le public. Oui. Une autre qui existe, c'est de soutenir nos membres. On appelle par le développement professionnel continu ou de la formation continue. C'est soutenir nos membres, soit en offrant de la formation continue, des activités de formation continue, ou encore en produisant toutes sortes de documents cliniques, des guides de pratique, des lignes directrices. Alors, ces 4-5 affaires-là dont je vous ai parlé, tous ensemble, c'est comme ça que nous, à l'Ordre, puis les autres ordres aussi, on protège le public. J'ai l'impression je vois vos grandes thématiques qu'on triangule toutes à la même place. Vous êtes à votre place avec dans l'ordre, est-ce que je peux voir? Parce que, tu sais, si j'ai pas complété là, tantôt, parce que je le disais tantôt, les chers auditeurs, si on faisait tout le CV de Luc, on aurait eu une émission seulement là-dessus. Là. Mais vous avez été aussi professeur à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, où vous avez assumé la fonction de directeur de l'école. Non, en fait, savez-vous, je me trompe, même je l'ai présenté, imaginez-vous qu'il y en a eu un autre. C'est 2015 à 2018, directeur académique du Centre de formation continue de la Faculté de médecine. Est-ce que quelqu'un qui est en sciences infirmières a des choses à apprendre à des médecins? C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est une fonction académique. Mais vous dites tantôt, j'étais quelqu'un des premières, puis à un moment donné, j'ai constaté ça. Moi, j'étais le premier non-médecin, je vais dire ça comme ça, à assumer cette fonction-là. Et puis, c'est le doyen du temps qui est recteur encore quelques semaines à l'Université de Sherbrooke, Pierre Cossette, qui m'avait offert ça. Moi, je trouve qu'il a fait preuve d'audace parce que ça se faisait pas. Alors, j'ai fait ça pendant 3 ans. Puis là, j'ai travaillé avec des gens de différentes disciplines. Et puis, c'est ça que j'ai trouvé le fun à l'Université de Sherbrooke, puis à la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Hein, et des sciences de la santé est bien important. Ouais, OK. C'est une faculté très interdisciplinaire. Quand j'étais là, moi, c'était avec des collègues du département de médecine de famille qu'on a développé le programme pour former des infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne. Puis moi, je le dis, puis je vais le redire à vos auditeurs, c'était l'expérience interdisciplinaire, interprofessionnelle la plus gratifiante, je dirais. C'était pas en clinique, mais c'était en gestion de la santé pour bâtir un programme avec les collègues du département de médecine puis mes collègues de sciences infirmières pour former ce qu'on appelle des IPS, des infirmières praticiennes spécialisées. Ça, les super infirmières? Oui, c'est mais c'est un terme qu'on n'aime pas parce que... Pourquoi? Parce que même la présidente de l'association a dit qu'il faut arrêter de dire ça parce que ça les met un peu sur un piédestal. C'est des super infirmières. Puis comme la présidente de l'association dit, toutes les infirmières et les infirmiers sont super à nos yeux. Ouais, OK. Fait que c'est pour ça. Puis pour pas que les gens qui passent pas dans... Il y en a, ça lui gonfle l'ego indûment. Donc là, tantôt, vous avez souligné toutes sortes de problématiques potentielles sur lesquelles l'ordre travaille. Puis là, moi, je m'étonnais qu'il y a eu des fausses infirmières qui ont réussi à se faufiler, puis tout ça. Ça m'amène vers les défis du milieu. On le connaît, là, le défi principal, on a entendu beaucoup parler. Je ne sais pas si ça se résorbe. Vous pourrez nous dire, Luc, mais il y a un manque actuellement important, je pense, dans le métier. On en manque des infirmiers, on manque d'infirmières. Est-ce que cette problématique-là de manque d'infirmiers et infirmières a pu justement créer des brèches pour que viennent se faufiler que certaines aient envie, des fois, pour gagner du temps, peut-être bien intentionnés de poser des gestes, ou d'autres en profiter, justement, que la demande est tellement forte que des fois, on vérifie peut-être un peu moins? Je pense pas. Je pense pas que c'est la raison pourquoi des gens se faufilent. Ça, non, c'est des ça gens a toujours qui été ça, un hein? petit peu malveillants. Puis bon, puis il n'y en a pas tant que ça. Hein. Des fois, ils font du bruit parce que des fois, ça dure des années. Là. Puis pour répondre faire écho à votre autre commentaire, nous, on ne pense pas qu'il en manque tant que ça en nombre des infirmières. On nie pas qu'il y a des situations de pénurie, mais on pense que c'est la façon dont on les utilise ou dit autrement, où on ne les utilise pas, qui fait problème à bien des égards. Ça ne veut pas dire que certains endroits, là, dans certaines régions, parce qu'il y a des particularités régionales, là, géographiques, qui n'en manquent pas. Mais il n'en manque pas autant qu'on pense qu'on le dit. Si on permettait aux infirmières de pratiquer là, selon ce qu'on appelle, nous, au maximum de leur possibilité, de ce qu'ils apprennent là, sur les bancs d'école, on aurait peut-être moins de besoin de dire qu'on a besoin de 20 000 là, d'ici tant d'années. Fait qu'il y a quelque chose à défaire de ce côté-là. J'aimerais ça le comprendre mieux, ce point-là, parce que ça me semble majeur. Là. Vous me dites qu'actuellement, on n'optimiserait pas, on maximiserait pas les formations puis l'utilisation en fonction des formations qu'ils ont nos infirmiers et infirmières, nos infirmières et nos infirmiers. Oui, ça, c'est un volet, moi, ce que j'appelle l'organisation du travail, là, parce qu'on regarde données dans les hôpitaux, par exemple.
de jour, ceux qui travaillent de jour, de soir, de nuit. Ceux de jour, on va leur permettre de faire un tant nombre d'activités. De soir, on va leur permettre d'en faire plus. Pourtant, c'est le même monde. Oui. Puis même formation. Puis la nuit, encore plus. Pourquoi ça? C'est parce que de jour, il y a plein d'autres professionnels, d'autres intervenants autour qui peuvent faire des choses. Là, la nuit, tu sais, des physios, des ergos, des ci, des ça, il y en a moins. Fait que là, c'est comme des choses que les infirmières faisaient, qu'on laisse faire à d'autres, que là, ils font. Puis la nuit aussi. Fait que moi, je dis, ça devrait pas être comme ça. On devrait optimiser ça. Puis je prends l'exemple des infirmières qui travaillent dans les dispensaires. Dans quel sens? Dans le sens où ils ne devraient pas en avoir autant à faire la nuit, par exemple? Non, c'est pas ça. C'est qu'on leur permet les choses qu'on leur permet pas de faire de jour. Pourquoi qu'on ne leur permet pas de faire ça de jour? C'est des infirmières, ils ont la formation. On devrait les activités qu'on leur permet de faire, ça soit de jour, de soir, de nuit, ça soit la même affaire. Les infirmières qui vont dans le Nord, là, dans les dispensaires, on dit qu'ils ont un rôle élargi. Moi, je dis qu'il n'y a pas de rôle élargi. C'est que là, on leur permet de jouer pleinement. J'avais jamais entendu ça. Je n'étais pas conscient de ça. Oui. Fait que ça, c'est un volet. C'est un volet. Puis l'autre volet, c'est est-ce qu'on leur donne les conditions, je veux dire, les conditions de travail pour qu'ils puissent travailler comme du monde. T'sais, moi puis d'autres, là, on dit dans le domaine de la santé, puis là, je ne veux pas tomber dans le discours syndical, mais c'est que si les gens n'ont pas des conditions de travail optimales pour travailler, ben c'est sûr qu'ils ne pourront pas donner des meilleurs soins. Puis c'est sûr que des fois, quand tu n'as pas les conditions optimales, puis je ne dis pas de plan d'être, là, mais avoir des conditions de travail raisonnables, ben peut-être que tu vas avoir tendance à dire « je vais aller voir ailleurs ». Puis on avait un phénomène qui s'est installé au fil des années, puis que le réseau de la santé essaie de résorber, de diminuer de beaucoup, c'est l'utilisation du temps supplémentaire obligatoire, le TSO. Le TSO, là, ça s'est instauré ou ça a toujours existé. En fait, c'est ça qu'on entend beaucoup comme étant l'élément le plus contesté. Hein, quand on entend des infirmières, des infirmiers dans des vox pop, des trucs comme ça, souvent, c'est de ça qu'ils nous parlent. Oui, parce que quand quelqu'un est obligé de toujours faire du temps supplémentaire puis se sent captif, bien, qu'est-ce qui s'est produit au fil du temps? C'est que les gens, il s'est produit les gens ne sont pas fous, ils s'adaptent. Il y avait des gens qui avaient des postes à temps complet. Bien, j'ai dit, si je fais du temps supplémentaire, je travaille 5 jours, puis je vais faire 7 jours. Bien, il y en a, dit, je vais prendre un 3 jours, puis si je fais 2 TSO dans ma semaine, je vais travailler l'équivalent d'un temps complet. Fait que là, à un moment donné, ça a créé ce phénomène-là. Ah! Puis l'autre phénomène aussi, que les gens ils ont dit, bien, les conditions de travail ne sont pas le fun dans le réseau, ils vont s'en aller vers les agences privées. Parce que dans les agences privées, les gens sont maîtres de leur horaire. Ils donnent la disponibilité qu'ils veulent. C'est pour ça qu'à un moment donné, le ministre Dubé, il a dit on va décentraliser les horaires. Moi, j'écoutais le ministre Dubé, puis j'ai dit ouais, mais c'est pas nouveau, ça. Moi, quand j'étais jeune clinicien, là, quand je travaillais au CHU à Sherbrooke, puis en Suisse, moi, j'étais chef de service, les horaires, là, c'est le personnel qui les faisait. Moi, je mettais la matrice des horaires avec certaines affaires, puis après ça, j'ai dit parlez-vous, organisez-vous. Puis moi, des fois, il restait 2-3 petites affaires arbitrées, puis je m'arrangeais avec les gens. Fait que vous vous concentrez sur l'arbitrage plutôt que tout. C'est ça. Fait que quand on met les gens dans le coup, puis c'est un cumul de toutes petites choses comme ça qui vont faire que, puis je cite encore le ministre Dubé qui dit qu'il veut que le réseau devienne un employeur de choix. Mais pour que le réseau de la santé devienne un employeur de choix, il faut s'occuper de ces affaires-là. Puis au fil des réformes, parce que moi, j'en ai vu passer pas mal dans ma carrière des réformes dans le réseau de la santé, ça s'est beaucoup centralisé, ça s'est beaucoup bureaucratisé. Fait que les gens des directions de ressources humaines, souvent, sont loin des lieux physiques où travaillent les gens. Ils ne se connaissent pas. Ils réfèrent à la convention collective. Tu sais, si quelqu'un dit « Écoute, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est malade, tu peux-tu m'arranger ça? » Bien là, les gens ils disent « Non, c'est pas écrit dans le livre, ça ne marche pas. » Moi, j'ai connu une époque... Quel livre? Bien, les conventions collectives. Des conventions collectives. Par exemple. Puis moi, j'ai connu une époque que les gens d'un centre de remplacement, on appelait ça comme ça, disaient « OK, je vais te permettre de faire ça, mais si je t'appelle pour faire un temps supplémentaire, tu vas-tu vouloir me le faire? » On était parlant. Fait que les gens, ils étaient donnant. Et ça s'est perdu, cette fluidité-là, cette proximité-là qui est entre les gens. Puis au fil du temps, puis je participais à un événement récemment, puis c'est revenu, ça c'est venu affecter le sens que les gens donnent à leur travail. Puis un clinicien, là, que ce soit une infirmière ou un infirmier ou d'autres professionnels, ces gens-là, ils travaillent auprès des gens qui sont soit malades, souvent en fin de vie, en CHSLD. Il y a des endroits, c'est un peu plus réjouissant. Là, je parle de la salle d'accouchement, quoique des fois, il se passe des choses pas toujours heureux.
Mais les gens, la plupart des intervenants dans le réseau de la santé, ils travaillent après des gens qui sont en situation plus ou moins importante de vulnérabilité. Quand on a mal, là, on tombe rapidement en situation de vulnérabilité. Fait que pour bien s'occuper des gens, il faut bien s'occuper des personnes qui traitent ces gens-là. Et ça, je trouve qu'on a de la misère dans le réseau de la santé à mettre ça de l'avant. Il y a toutes sortes de façons de faire dans d'autres domaines d'activité économique, là, qu'on entend parler, comment ils s'occupent bien des personnes, puis tout ça. Puis moi, je me dis toujours, comment ça se fait qu'on ne fait pas ça dans le réseau de la santé, tu sais, pour bien s'occuper des gens? Parce que ça permettrait de pas juste d'attirer des gens, parce que des fois, on dit qu'il faut travailler sur l'attraction, puis sur l'attraction, moi, je dis, mais sur la rétention aussi. La rétention, un phénomène qu'on vit actuellement dans la profession, là, c'est que les gens, on coupe des postes de ce qu'on appelle de soutien clinique ou d'encadrement clinique. C'est des infirmières et des infirmiers qui, notamment auprès des jeunes, les encadrent, les accompagnent au début de leur carrière pour bien les partir, Ouais, OK. s'ils ont des sécurités. Puis un peu plus tard, pour les infirmières d'expérience, des gens qui ont une expertise pointue dans un domaine de soins en particulier. Et ça, si tu enlèves ça, là, ces choses-là, puis ça se fait actuellement dans l'exercice de compression budgétaire de 1,5 milliard. Là, Avec Santé Québec? Avec Santé Québec, on le sait que ça se fait. C'est une mauvaise idée de faire ça. On le regarde d'une perspective, excusez-moi, je tape le micro. On le fait d'une perspective budgétaire alors qu'on devrait regarder ça d'une perspective plus économique. Tu investis dans ton monde. Parce que si tu investis dans ton monde, long terme, ils vont tendance à rester. C'est comme si le service à la clientèle il est bon. Là. C'est comme quand avec nos autos, là, quand ton service à la clientèle est bon, tu ne penses pas nécessairement aller visiter ailleurs, voir comment ça se passe. Tu t'es bien pris en charge, tu es bien reçu. C'est un peu l'analogie qu'on peut faire avec les infirmières et les infirmiers. Il y a plusieurs choix de gestion comme ça qui sont... écoutez, j'ai au moins 3 questions qui ont surgi en vous écoutant, Luc. Mais là, je pense que j'ai le goût de prioriser celle sur Santé Québec parce que c'est au cœur de l'actualité. Actuellement, on en parle beaucoup. On a reçu M. Dubé ici même. Il était assis à votre place dernièrement. Vous pouvez aller voir ça, chers auditeurs. C'est disponible sur nos plateformes. Le défi est grand. De quelle façon? Premièrement, je serais curieux de vous entendre tout court sur Santé Québec. La création de cette entité-là, son utilité. Puis aussi, j'aimerais vous entendre savoir comment l'Ordre travaille avec un organisme comme celui-là pour améliorer finalement les services au public, puis ultimement avoir des infirmières et des infirmiers qui ont envie de rester. Oui. Et là, Santé Québec, ça fait pas longtemps que c'est en vigueur. 1er décembre, on est le 24 mars aujourd'hui. Ça fait pas beaucoup de temps. Puis en partant, Santé Québec, là, il n'avait pas commencé, qui ont une commande du gouvernement de réduire le budget de la santé de 1,5 milliard. 1,5, oui. Ça, là, c'est pas une bonne nouvelle en partant. Parce que quand il y a des réformes structurantes comme ça, puis c'est pas moi qui le dis, c'est des grands experts là, de l'Organisation des services de santé puis les fusions des organisations, Henry Mintzberg, entre autres, qui est un prof de l'Université McGill de renommée internationale, qui dit quand on fait des fusions, des intégrations comme ça prend de l'argent pour investir, pour permettre à la transition de se faire. Et là, non seulement on n'investit pas, on retire de l'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand il y a eu le projet de loi là, qui a été présenté pour présenter la réforme qu'on vit actuellement puis la création de Santé Québec, on disait, oui, il y avait une tension. Là. Est-ce que ça va centraliser? Est-ce que ça va décentraliser? On ne sait pas trop, mais là, il commence à avoir plus comment je pourrais dire ça, de signaux de fumée qu'on va centraliser, qu'on va décentraliser. Et ça, nous, à l'Ordre, ça nous préoccupe sur l'effet que ça peut avoir sur les personnes. C'est pas dans notre corps. L'organisation des soins et des services, c'est pas directement dans notre corps et de sable. Mais on commence à... Quand on voit qu'on coupe des postes de soutien clinique, comme je viens de le mentionner il y a quelques instants, ça, c'est un signal, c'est pas une bonne façon de faire. Ça, c'est une logique stricte budgétaire, de bureaucrates, de comptables. On est dans le système de la santé. Là. C'est des personnes qui travaillent sur des personnes, si je peux dire ça, comme ça. Le ministère s'occupe de la vision, Santé Québec, de la gestion, de livrer tout ça. C'est l'Ordre parle. C'est qui votre interlocuteur dans un contexte comme celui-là? On est en train de discuter de ça avec les gens, d'une part du ministère, puis d'autre part de Santé Québec, au niveau des soins infirmiers, entre autres.
Parce que là, vous venez de le mentionner, Denis, les gens... Je me disais qu'on allait finir par se ouais, tutoyer. ça Tout à fait. Fait que les gens, au début, disaient oui, Santé Québec, les orientations, puis le ministère, c'est-à-dire, puis Santé Québec, les opérations. Mais là, on ne sait pas trop. Puis des fois, on a l'impression qu'ils se pilent ses orteils. Ouais. Moi, j'ai des collègues de d'autres ordres qui disent on avait été interpellés par le ministère pour un groupe de travail, puis sur le même sujet par les gens de Santé Québec. Fait que là, il y a des gens des autres... Une belle place pour économiser ça. C'est ça, on va laisser faire. Fait que... Mais moi, une fois que j'ai dit ça, j'espère donc que ça va fonctionner, Santé Québec. Que ce n'est que pour le talon d'Achille du réseau qui est l'accès. L'accès aux soins, notamment à la première ligne. Ça, là, on a été consulté par Santé Québec, plusieurs ordres, là, puis plusieurs autres groupes, entre autres, mais des ordres. Puis moi, à un moment donné, j'ai fait l'intervention. Essayez pas de tout régler les problèmes en même temps. J'ai dit là, vous avez une fenêtre d'opportunité pour établir votre crédibilité, votre légitimité. Travailler sur l'accès. L'accès aux soins, c'est ça qui nous tue, c'est ça qui exaspère tout le monde. Même pour le public, on s'en rend compte. Là. Moi, comme je fais juste vivre l'expérience, accéder au système, c'est difficile, mais une fois que tu es dedans, c'est exceptionnel. Oui, ça va bien. Et puis, une des choses, entre autres, au niveau de la première ligne, tantôt, on discutait un peu comment les infirmières peuvent être utilisées. Bien, il faut arrêter de le dire que ça prend absolument un médecin de famille pour tous. Puis ça, c'est encore galvaudé. C'est bon pour les élections, on dirait, ça. C'est une ligne, c'est une belle ligne. Oui, mais c'est tellement ancré là, que même si moi, je travaille avec les gens là, du Collège des médecins, avec mon collègue Maurice Gaudreau, et puis même la Fédération des médecins omnipraticiens, le syndicat des médecins omnipraticiens disent c'est pas vrai que les médecins tout seuls vont y arriver. Et puis c'est pas vrai que bien des gens n'ont pas besoin nécessairement d'un médecin de famille. Ils ont besoin d'un professionnel de la santé qui va les recevoir quand ils ont besoin. Moi, j'appelle ça soit une équipe de famille ou une équipe de proximité. Puis dans ce cadre-là, les infirmières là, pourraient jouer un rôle beaucoup plus grand, pas juste les IPS, là, mais les infirmières aussi qu'on appelle les infirmières cliniciennes qui pourraient traiter des gens. Et puis actuellement, là, il y a un grand chantier dans le réseau de la santé qui s'appelle l'élargissement des pratiques professionnelles qui vise à permettre à différents professionnels d'en faire un peu plus. Ça fait depuis 2 ans, comme il faut, là, qu'il y a des travaux. C'est la lièvre et la tortue. Là, c'est la tortue, ça. Ça avance. Là, il y a un premier projet de loi qui est adopté là, à la fin de l'automne qui permet à certains groupes de professionnels de faire des diagnostics, entre autres dans le domaine de la santé mentale. Là, il y a d'autres travaux qui sont amorcés, mais ça fait un petit bout qu'on n'a pas entendu parler pour les diagnostics en santé physique. Alors, mais ça va être c'est des décisions structurantes ça, qui vont permettre, là, j'espère, à terme, d'un meilleur accès à la population. Mais je reviens à ta question de tantôt. Santé Québec, moi, j'espère que ça va marcher. On est dû pour que ça marche, parce que si ça ne fonctionne pas, je ne sais pas ce que les gens de la population vont dire, parce que quand à chaque fois on paye, là, moi, je trouve que c'était une sage décision au début des années 70 d'avoir un système d'assurance hospitalisation, assurance maladie, parce que c'est une compagnie d'assurance. On a dit on va étendre le risque sur toute la population au lieu de l'étendre sur des individus. Mais si là, maintenant, avec ce qu'on vit, quand le citoyen dit j'ai pas accès, mais là, je vais aller au privé pour que ça aille plus vite, c'est que là, tu payes 2 fois. Tu payes avec tes impôts, là, il faut que tu payes de ta poche. Des fois, c'est pour de la première ligne, d'autres fois, c'est pour de la chirurgie. À un moment donné, le monde, là, ils vont... Moi, je trouve déjà qu'on est très patient, les patients, si je peux dire ça comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle le même. Oui. Vous appelez ça la collaboration interprofessionnelle. Est-ce que c'est juste un des éléments qui est au cœur de votre vision? Je serais curieux de l'entendre un peu, votre vision là pour... Premièrement, on dit que, juste pour revenir un peu sur votre mandat de président, là, ça dure combien de temps un mandat de président? C'est un 4 ans comme en 4 politique? Donc là, ça serait quoi vos 4 prochaines années en termes de vision? En termes de vision, c'est entre autres la ministre, je vais commencer par ça, la ministre Lebel, qui est responsable des lois professionnelles, il y a 2 ans à peu près, ou peut-être un peu avant, qui avait commencé à dire il faut que les ordres, pas seulement l'Ordre des infirmiers du Québec, mais l'ensemble des ordres, vous recentriez votre mission sur des activités de protection du public. Puis dans notre cas, ce que ça veut dire, c'est qu'au fil des années... c'est Sonia Lebel, là. Oui, Sonia Lebel. Il y a 15-20 ans, au Québec, il n'y avait pas d'association professionnelle en soins. Fait que l'Ordre
la nature ayant horreur du vide, comme on dit, avait mis en place des activités qui étaient plutôt de nature associative. Fait que là, on est en train de se départir de ça, de ces choses-là, puis de se concentrer sur les différentes activités que je vous ai mentionnées tantôt. Comme depuis quelques années, on a investi beaucoup au niveau de l'inspection. Parce qu'il y a 4 ans à peu près, on faisait des inspections qu'on appelait de groupe. Là, puis on était incité par l'Office des professions qui gouverne, qui veille et surveille l'ensemble des ordres, à dire qu'il faudrait que vous alliez vers des inspections individuelles. Mais nous autres, on a 85 000 membres. Fait que là, même pour faire 3 000 inspections par année, on a engagé plusieurs inspectrices. On est passé, je pense, de 6, puis on en engageait 30. Alors, on a investi là-dedans. Alors, au niveau du développement, du soutien professionnel, là, ça aussi, il y a toutes sortes de choses au niveau du matériel clinique, des lignes directrices. Il faut reconsolider ça, revoir ça. Puis, il y a beaucoup des travaux qu'on fait, qu'on veut se rapprocher de la population. On veut faire des choses avec et pour la population. Parce que moi, quand je suis arrivé à l'ordre, j'ai dit, bon, bien, l'ordre, c'est fait pour protéger le public, mais il est où le public dans nos instances? Oui, bonne question. Il n'y en a pas beaucoup. Fait qu'en 2021, on a fait un événement qui s'appelait les États généraux de la profession. Oui. Puis là, on a mis des membres du public à contribution. On a travaillé avec l'Institut du Nouveau Monde, là, qui est un organisme qui encourage la participation citoyenne. Ils ont organisé ce qu'on appelle un jury citoyen là, pour se prononcer sur ces différentes choses. Et puis tantôt, je vous parlais on parlait de l'avis de l'ordre sur l'intelligence artificielle. Bien, ça, c'est un comité du conseil d'administration sur lequel il y a 2 citoyennes partenaires qui siègent là-dessus. C'est ça ma question. Il n'y a pas de commun des mortels comme nous, comme moi, sur le CA, par contre, mais dans des comités. Sur le CA, oui. Aussi, oui. Il y a actuellement, on est 15 membres au sein du CA. 15, ouais, il y a 11 personnes qui sont des infirmières, des infirmiers, ce qu'on appelle des membres élus. Puis il y a 4 citoyens, je vais appeler ça comme ça, qui sont nommés par l'Office des professions, qui ne sont pas des infirmières ou des infirmiers. Alors, il y a ceux-là, puis il y a différents comités du CA où là, il y a des experts, comme on a un comité de ressources humaines, il y a 3 experts en comité de ressources humaines, on a un comité d'audit de finances, il y a d'autres experts là, il y a un comité de gouvernance, il y a des experts en gouvernance qui ne sont pas de la profession. Même chose pour le comité de vigie stratégique. Mais pour rejoindre votre question, c'est quoi la vision? C'est beaucoup de se rapprocher de la population. Parce qu'on se rend compte que la population, là, il aime beaucoup les infirmières et les infirmiers, mais quand on gratte un peu et on lui dit pourquoi, ça, c'est moins clair. Ce qui vient beaucoup, c'est parce qu'on est fin et on est fine, on fait preuve de bienveillance, de compassion. C'est essentiel. Oui, c'est essentiel. Ça, puis ça, je dis pas ça pour dénigrer ça, mais c'est plus que ça. C'est la première raison qui me vient en tête, moi, quand on me demande pourquoi on aime les infirmières, les infirmiers, c'est parce qu'ils sont absolument essentiels. Oui, puis là-dessus, je vais juste faire une petite parenthèse. Moi, j'appelle ça, on peut mettre ça sous le chapeau de l'humanisme, faire preuve d'humanisme. Chez tous les soignants, là, pas juste les infirmières, ça prend ça. D'autant plus aujourd'hui, hein, c'est important avec toutes les technologies là, technologiques, ça prend de l'humain. Quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, commencé avec ça. High tech, high touch. Tu sais, faut composer avec ça. Et puis là, je ne sais pas où je m'en allais avec tout ça. Ben, votre vision. Continuez avec la vision. C'est moi qui n'arrête pas de vous amener dans d'autres. Fait que faire des choses avec le public. Fait qu'avec le public, on veut aller. Là, je vais recommencer à faire une tournée de toutes les régions du Québec. Je n'ai fait 2 à date, là, mais là, on va en faire une un peu différente. Et là, on veut rencontrer plus de citoyens, des gens de la société civile pour entrer en dialogue avec eux, pour dire, bon, ben c'est quoi vos attentes que vous avez envers le personnel l'infirmier, pour leur dire aussi, ben voici ce que vous devriez être en mesure de vous attendre d'une infirmière ou d'un infirmier. C'est plus que de la compassion, de la bienveillance, puis tout ça. Tu sais, par exemple, quand vous rencontrez une infirmière ou un infirmier, si cette personne-là, dans le premier contact, puis au fil du temps, fait pas ce qu'on appelle une évaluation de votre état de santé physique, puis au niveau de la santé mentale, c'est pas une bonne infirmière de faire ça. Une infirmière aujourd'hui, là, c'est plus seulement quelqu'un qui donne des médicaments, qui fait des prises de sang, puis tout ça. Ça, nos collègues, là, infirmières auxiliaires, là, les gestes plus techniques là, ou procéduraux peuvent en faire beaucoup. Parce que le réseau là, de la santé s'attend, ensuite des infirmières, c'est ça, de l'évaluation, la surveillance clinique, du suivi infirmier, de contact avec les familles, avec les autres professionnels de la santé, gestion d'équipe. Alors, vous voyez, c'est assez... alors, c'est costaud. C'est pour ça que ça prend beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences pour devenir une infirmière-infirmier déjà comme novice. Puis c'est pour ça que je refais le lien avec le soutien clinique de tantôt pour accompagner ces gens-là tout le long de leur carrière.
Fait que c'est beaucoup ça. Recentrer notre mission sur la protection du public, travailler avec le public, pour le public, jouer ce qu'on aussi de plus en plus, puis on le fait depuis un moment, là, quand je suis arrivé à l'ordre, je portais ça, mais on veut continuer ça. Moi, ce que j'appelle le rôle sociétal de l'ordre. Le rôle sociétal, c'est de se positionner sur des enjeux dans le domaine de la santé ou des soins infirmiers, puis qui touchent la population. On doit vous consulter sur tout. On nous consulte beaucoup, parce que des infirmières, des infirmiers, il y en a beaucoup dans le réseau de la santé. Fait qu'il y a des choses, des fois, qu'on fait tout seul, comme pas longtemps après que je suis arrivé, en 2019, on a rendu public un énoncé de position sur l'impact des changements climatiques sur la santé de la population et sur la pratique infirmière. Parce que l'idée, c'était d'interpeller nos membres, de dire « Hey, il faut que vous développiez des connaissances, puis des connaissances là-dedans. » Parce que même si on verrait tout le monde au vert demain matin, on va avoir à vivre avec l'impact là, du réchauffement climatique, là, puis des autres impacts que ça a pendant longtemps. On a fait ça. On a fait un autre en 2020 suite au décès de Mme Joyce Echaquan à Manawan pour comment on peut contrer le racisme systémique. C'est les gros volet qui a marqué notre histoire. Hein, c'est ça. Ça, on a fait ça, des choses qu'on a faites tout seul. Puis il y a des choses, des fois, qu'on fait avec d'autres ordres. Comme par exemple, celui qui me vient, là, c'est quand l'année passée ou l'année d'avant, le temps passe tellement vite. Avec le Collège des médecins, l'Ordre des pharmaciens puis l'Ordre des diététistes nutritionnistes, on a fait une sortie commune sur la vitaminothérapie, c'est l'injection par intraveineuse de vitamines. Pour dire, il n'y a aucun fondement scientifique à ça. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ça marche? Non, ça marche pas. Parce que moi, ce que j'avais... Ouais, OK. C'est dangereux. On l'a fait dangereux même. Oui. On l'a fait pour ça. On a fait un autre avec le Collège des médecins, par exemple, sur la pratique des infirmières dans les cliniques de soins médico-esthétiques. On le fait de plus en plus avec d'autres. Puis le travail interdisciplinaire, on est de plus en plus dans cette ère-là. Et puis la pandémie, ça a été un pédale d'accélérateur sur cette collaboration. Avec les inhalothérapeutes, j'imagine? Les inalos, puis toutes les autres. L'organisation des campagnes de vaccination de masse, c'est beaucoup les ordres qui se sont mis ensemble pour permettre à des gens... quel chantier, hein? Des chimistes, par exemple, pour prendre ça, puis pas juste des gens de la santé, des chimistes qui pouvaient injecter. Parce que l'injection, juste le geste d'injecter, c'est un geste technique. Mais c'est sûr qu'il y avait les gens qui peuvent déjà vacciner, là, médecins, infirmières et autres, qui pouvaient faire l'évaluation avant pour savoir, as-tu déjà eu un passé, une réaction à un vaccin, ou après. Il est fait, je pense, 6 ou 8 fois, moi, je le sais. Là. Ou après, si les gens font une réaction après l'injection, ça prend des gens. Mais on a collaboré ensemble pour mettre en place ces choses-là, qui a fait que ça a été un des succès là, au Québec de la pandémie. Là, que le temps passe, ça fait déjà 47 minutes. Déjà? Puis là, j'ai 2 questions que je vais absolument vous poser. La première, c'est relié au public. Comment nous, là, le public, puis je trouve ça intéressant parce que cette question-là, d'autant plus intéressante avec ce que vous venez de nous dire. Moi, je n'avais pas compris cet espace-là, puis cette place-là, même que vous voulez favoriser pour le public dans le cadre de l'ordre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux comprendre puis mieux soutenir le travail des infirmières, des infirmiers, je dirais, au quotidien, mais même de façon plus structurante? Ouais. Le monde normal, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Bien, d'abord, pour connaître l'ordre puis tout ça, il y a le site Internet, là, il y a des grandes sections. Il y en a que c'est pour les membres, il y en a que c'est pour le public. Entre autres, il y a tout un onglet qui se subdivise en sous-dossier, je peux dire ça comme ça, sur la protection du public, ce que fait l'ordre. Alors ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est de faire savoir aux gens proches de vous, aux décideurs, aux gens dans les hôpitaux, la satisfaction ou l'insatisfaction que les gens ont avec les infirmières. Parce que c'est comme ça que les gens, c'est le pari qu'on fait. Plus les gens vont être conscients de, ce à quoi ils sont en mesure de s'attendre d'une infirmière. Puis si c'est rencontré, dire, c'est quoi on va prendre le terme à la mode, la valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça donne, d'avoir une infirmière, un infirmier qui prend soin de moi? Alors ça, c'est des choses là, sur lesquelles des actions que les gens peuvent faire et auprès de leurs députés, de leur dire, c'est important. C'est pas juste de dire, ça coûte cher la santé, puis il faut couper des postes. Mais les postes, là, c'est des gens qui vous donnent des soins. Mais souvent, on ne sait pas par où le prendre. On veut bien se manifester, mais c'est tellement complexe. Donc, c'est quoi qu'il faut le demander? Là, je vois mon député, j'ai dit quoi exactement? J'ai dit arrêtez de couper ou j'ai dit couper à la bonne place? Ou c'est quoi j'ai dit?
Ben, vous dites, souvent, c'est l'expérience que les gens ont. Puis des fois, c'est pour ça qu'on veut se rapprocher des citoyens. Il y a des organismes communautaires ou des groupes de citoyens qui peuvent prendre la parole sur l'espace public. OK. Alors, c'est pour ça qu'on veut avoir des dialogues. Comme là, ça fait quelques fois qu'on rencontre le regroupement provincial des comités d'usagers, parce qu'il y a des comités d'usagers dans tous les établissements de santé. Alors, on va avoir des liens avec eux pour qu'eux puissent nous dire, ben, c'est quoi la perception de l'eux-mêmes de la pratique des infirmières dans leur réseau pour que nous, ça nous donne du matériel pour faire valoir les choses. Puis eux autres aussi, de notre côté, ben, de dire voici, aujourd'hui, là, voici ce à quoi vous êtes en mesure de vous attendre, comme je disais tantôt, là, d'une infirmière ou d'un infirmier. C'est C'est intéressant parce que c'est pas juste. Au début, quand vous disiez ça, tantôt, je me disais, faut prendre le temps de les remercier, mais vous, c'est du data que vous voulez. Vous voulez un retour des citoyens puis du public pour être en mesure de mieux travailler après ça. Oui. Et vous parlez du data, juste une petite parenthèse, il va y avoir un déploiement, ce qu'on appelle le dossier santé numérique, là, qui s'en vient. C'est en expérimentation dans 2 régions. Mais ce système d'information-là va saisir plein de données cliniques. Là, nous autres, ce qu'on espère, c'est d'avoir une espèce de tableau de bord de résultats de la pratique infirmière pour démontrer, quand les infirmières pratiquent selon les règles de l'art, voici les résultats que ça donne. Parce qu'actuellement, on a très peu de données. Souvent, là, la trace des infirmières, des infirmiers dans l'impact des soins, il n'est pas très visible. Et ça, c'est un enjeu important pour le futur. Je trouve ça épatant, ce désir-là de responsabilisation constant. C'est vraiment ce que je sens là, qui est au cœur des motivations de l'ordre. Ma dernière question, oui, c'est ça, je regarde le temps. Si vous aviez, tu sais, on a parlé tantôt oui, on parle souvent de la pénurie, mais on a tout le temps un signal d'extérieur quand on lit les médias que c'est dur, que c'est un milieu qui est difficile, que les gens sont fatigués, les infirmières, les infirmiers souvent sont fatigués. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à un jeune ou une jeune qui regarde en ce moment ce métier-là, qui l'envisage, puis qui se sent... il n'a pas vraiment le goût d'embarquer parce qu'il n'a que des messages négatifs. Oui. Et ça, c'est dans l'espace public, dans les médias, souvent, c'est les mauvaises nouvelles qui font de l'écho. Mais comme d'autres diraient dans leur profession, c'est une des plus belles professions, moi, je trouve, la profession d'infirmière, d'infirmier. Puis comme je le disais un peu plus tôt, tu peux faire toutes sortes de choses. De la clinique, de la gestion, de l'enseignement, de la recherche. Ouais, c'est vaste. Quand tu es en clinique, tu as la chance d'accompagner des gens dans leur parcours de maladie, de la naissance à la mort. Moi, je n'ai pas travaillé beaucoup dans la naissance, mais pendant quelques années, entre autres en Suisse, là, je travaillais en soins palliatifs. Si j'avais retourné en clinique, moi, c'est là que je retournerais. Et parce que moi, je dirais, c'est quasiment un privilège d'accompagner les gens dans leurs soins, dans le dernier moment de leur vie. Mais des gens, tout le long, là, quand quelqu'un... Puis les infirmières, souvent, ils sont là tout le temps. Des fois, le médecin, il vient, il fait des affaires, il part. Mais qui est là tout le temps? C'est l'infirmière. Des fois, qui va voir la personne et qui se rend compte que la personne a compris la moitié de le corps ou pas du tout, ce que le médecin lui a dit. Ou des fois, qu'il ramasse avec les émotions qu'il n'a pas réussi à exprimer auprès de la personne. Puis après ça, qui met en place un plan de traitement pour quelque chose de dire, il y a moyen de vous accompagner là-dedans. C'est extraordinaire ce qu'on peut vivre dans cette profession-là. Mais ce qu'il faut que le réseau fasse, c'est s'assurer de revoir les conditions de travail, d'une part, là, le salaire, avantage, puis les conditions d'exercice. Comment les gens sont suffisamment de gens pour travailler ensemble? Comment ils travaillent ensemble là, dans les différents milieux en collaboration professionnelle? Parce qu'il y a des endroits que les gens, là, il y a des expériences très, très positives. C'est pas vrai que ça va mal partout. Puis moi, je dirais aux jeunes, faites attention à ça. Parce qu'à un moment donné, ça devient une chambre d'écho. Les journalistes reprennent ça, puis les gens se roulent là-dedans, puis les médias sociaux, on le sait ce que c'est. Il y a des médias sociaux d'infirmières, des fois, c'est juste du négatif. C'est comme si c'est le trop-plein de frustration qui sort. Mais le trop-plein des bonnes affaires, il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est pour ça que c'est important de faire valoir ces choses-là. J'avais dit que c'était la dernière question, mais celle-là, elle vient de surgir. Puis probablement que vous pouvez prendre le téléphone et les appeler, les grands dirigeants de Santé Québec, Monsieur le ministre Dubé. En tout cas, on le souhaite que vous avez un contact direct. Mais pour que les gens l'entendent, c'est quoi votre message aux grands décideurs, aux grands dirigeants?
Ben, je le répète, je dis souvent, tu sais, des fois, les gens disent le réseau de la santé, il tient avec de la broche. Moi, je dis c'est vrai, mais c'est beaucoup de la broche infirmière. Fait que si vous voulez que que les gens y retrouvent du sens, occupez-vous bien du monde. Puis c'est pas juste avec des salaires, là, puis tout ça. Oui, c'est important, ça prend ce qu'il faut que ça soit raisonnable, mais c'est dans les milieux de travail. L'environnement, il y a des endroits, des hôpitaux, on entend ça, c'est en décrépitude, puis tout ça. C'est pas vrai que c'est tout des CHUM, là, comme à Montréal, le CHUM, là, je sais pas si vous êtes allés déjà visiter ça. C'est super, mais il y a des endroits, là, les gens sont un petit, les infirmières sont comme dans un garde-robe, ils n'arrêtent pas de se faire interrompre. Là, tu sais, au niveau cognitif, c'est pas évident, tu veux te concentrer quelque chose, c'est toujours dérangé. Prenez soin du monde pour que ces gens-là puissent bien prendre soin du monde. C'est comme ça qu'on va améliorer le système de santé. Bien, merci beaucoup, Luc. C'était fascinant. Ça a beaucoup de valeur. Encore une fois, je le dis souvent, cette part-là, mais c'est ce qui me marque à chaque fois. Ça a beaucoup de valeur, le moment que vous nous avez offert. Donc, merci. Merci, Denis. Merci aussi à vous qui êtes à la maison. Vous connaissez nos différentes plateformes. Hein, si vous avez apprécié l'entrevue avec Luc, on en a plein. Peut-être vous irez écouter l'entrevue avec le ministre. Je pense que ça s'enchaîne parfaitement avec M. Dubé, je parle. Donc, profitez-en de nous mettre des likes. Abonnez-vous. On est sur YouTube, Facebook. On est aussi à Cube. Donc, voilà. C'est Denis Martel qui est au micro. Puis, je vous remercie d'avoir été à l'écoute.